Moi, je vais vous présenter un petit peu comment s'organise la surveillance de la pandémie au niveau de Santé publique France en Hauts-de-France, mais également finalement dans les autres régions. Et ça va finalement être très cohérent avec ce qu'a présenté Lynn Leroux. Déjà, en termes de dispositifs de surveillance, on a différents dispositifs qu'on utilise. On a tout d'abord Sursaut, la surveillance syndromique, et le réseau Sentinelle pour pouvoir voir les données à propos de tout ce qui se passe en médecine de ville, mais aussi dans les urgences, les hospitalisations liées au coronavirus, et également tout ce qui est excès de mortalité avec les données INSEE et les certificats d'excès électroniques pour la mortalité attribuable. On a également la surveillance des hospitalisations, admissions en soins critiques et décès hospitaliers via le système civique, qui finalement a été créé à la base pour le suivi des victimes d'attentats lors des attentats de Paris et qui a été réoptimisé pour la pandémie de Covid-19. Ensuite, vous avez aussi ce qui est complémentaire finalement, un système de surveillance sentinelle des cas graves de Covid-19 admis en réanimation. En Hauts-de-France, on a à peu près 20 services de réanimation qui sont volontaires pour nous adresser des fiches de cas graves et voir un petit peu les caractéristiques de ces cas admis en réanimation. Ensuite, on surveille aussi les indicateurs virologiques, y compris avec la circulation des variants. Donc, c'est un système qui a été développé finalement en mai 2020, qui a été mis en place en mai 2020, qui s'appelle CIDEP, et qui nous permet de suivre un petit peu le nombre de nouveaux cas de coronavirus dans la région, le taux de dépistage, donc le taux d'incidence, le taux de positivité et tout ce qui est de pourcentage de variants sur des périodes d'analyse. Et enfin, on surveille aussi ce qui se passe dans les établissements de soins médico-sociaux via Vous à Nous, et pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des infections respiratoires aiguës et les épisodes confirmés de Covid-19, que ce soit chez les résidents ou personnels. Donc maintenant, si on revient sur les 3 vagues épidémiques. Voilà, alors là, vous avez un graphique avec les données d'activité des associations SOS Médecins. Donc, il faut savoir qu'en Hauts-de-France, on a 4 associations dont on récupère les données. Il y a Amiens dans la Somme, Saint-Quentin dans l'Aisne, la métropole lilloise et Dunkerque dans le Nord. Et donc là, sur le graphique, vous pouvez bien visualiser les 3 vagues épidémiques. Une première vague beaucoup plus intense, une deuxième vague un peu en forme de M avec au milieu une période de vacances scolaires et une troisième vague un petit peu moins intense au niveau des soins de ville. Quand on regarde la part d'activité moyenne, finalement, en vague 1, on est à peu près à 20%, en vague 2 à 11% et en vague 3 à 6%. Si on regarde en complément les données du réseau Sentinelle, donc là, vous avez un graphique sur les taux d'incidence pour 100 000 habitants. On voit à peu près la même chose, donc une vague 1 beaucoup plus intense, une vague 2 un petit peu moins importante, toujours avec ce petit M, et une vague 3 beaucoup moins importante. Donc on peut se dire que finalement, les personnes qui étaient infectées par la Covid-19, en vague 2 et en vague 3, ont moins consulté en ville, ont moins consulté leur généraliste. Et c'est un dispositif de surveillance qui a été beaucoup plus sensible en première vague qu'en deuxième et en troisième vague. Maintenant, si on regarde au niveau des indicateurs virologiques, donc on retrouve bien ces 3 vagues qui, par contre, ne sont pas du tout la même chose qu'on peut retrouver donc, au niveau de l'offre de soins en ville. On voit bien que la première vague est très, très petite, hein, avec très peu de cas. Mais en fait, à l'époque, on avait peu de cas car on avait peu de capacité diagnostique et donc peu de capacité finalement d'identifier ce nombre de cas et on a une réelle sous-estimation. Alors qu'en vague 2, on a vraiment un pic très élevé à près de 36 000 cas sur la semaine 44 en 2020. Donc c'est aux alentours de octobre-novembre 2020.
et une troisième vague un petit peu moins importante, mais tout aussi intense. Là, vous pouvez voir la deuxième et la troisième vague avec taux d'incidence et taux de positivité. On ne voit pas la première vague parce que là, on s'est concentré vraiment sur les données CIDEP. Je vous ai dit, le système a été mis en place seulement en mai 2020. Et donc, on voit bien cette deuxième vague qui commence finalement à la fin de l'été 2020 et avec la reprise des activités socio-économiques en septembre. Un entre-deux avec vraiment un taux d'incidence qui reste à un niveau très élevé. On a, si on peut dire, un déconfinement et avec mise en place de couvre-feu et un taux d'incidence qui finalement ne descend pas en dessous de 104 pour 100 000 habitants. Et une troisième vague qui recommence finalement, une circulation virale qui se réintensifie à la fin des vacances scolaires, au début 2021, suite au regroupement finalement de fêtes de fin d'année et dans un contexte d'augmentation de prévalence du variant anglais. Si on zoome un petit peu au niveau départemental, donc là vous avez un graphique par département du nombre de cas en première vague. Donc là on a 3 systèmes de surveillance donc que je ne vous ai pas présentés, mais qui, enfin pour 3 labos EgoData, mais qui ont été utilisés surtout au début. Donc on voit bien nos premiers cas finalement qui sont apparus dans l'Oise dès le début 2020. Donc l'Oise, c'est la couleur violette. On voit bien aussi que donc, les départements de l'ex-Picardie ont été plus touchés puisque c'est là où les premiers foyers épidémiques sont apparus. Mais quand on regarde le nombre de cas sur ces semaines de mars-avril 2020, voilà, on a très très peu de cas par rapport à la deuxième et la troisième vague. Si on regarde maintenant le taux d'incidence départementale sur les vagues 2 et 3, on voit que sur la deuxième vague, on a vraiment le Nord et le Pas-de-Calais qui sont beaucoup plus touchés que les départements de l'ex-Picardie. Et en vague 3, que c'est à peu près, si je puis dire, à peu près la même chose sur tous les départements. On a aussi développé donc, des outils qui nous permettent de voir les taux d'incidence à une échelle plus fine, à l'échelle de l'EPCI, donc tous les regroupements de communes. Et là, vous pouvez voir les principaux EPCI de la région, c'est-à-dire ceux avec une densité de population, enfin une population plus élevée. Et on voit donc bien finalement l'été 2020 qui est totalement blanc puisque les capacités diagnostiques étaient moins importantes. La reprise épidémique de la deuxième vague qui est finalement à partir de septembre, qui commence au niveau de la métropole européenne de Lille. Vous voyez que c'est là que ça commence à se foncer. Et ensuite, on a cet entre-deux finalement, avec des zones plus ou moins touchées, mais ça ne s'éclaircit pas. Et une troisième vague épidémique qui s'ensuit aussi, voire plus intense. Donc, je vais vous montrer 2 exemples, d'ailleurs, qui vont certainement vous parler, puisque c'est passé dans les actualités, notamment le Dunkerquois, où on a vu le taux d'incidence grimper de manière assez intense dès janvier 2021. On voit bien le pic à près de 900 de taux d'incidence finalement fin février, avec une mesure territorialisée, donc le confinement du week-end, qui a été mis en place. Et de la même façon sur le Pas-de-Calais, alors là, on n'a bien sûr pas cette intensification sur un seul EPCI, mais sur la plupart des EPCI, avec un taux d'incidence du Pas-de-Calais qui arrive finalement à 400 pour 100 000 habitants assez rapidement. Et ce qui a été assez inquiétant, et donc on a mis il y a eu la même mesure qui a été mise en place une semaine plus tard que le Dunkerquois, avec ce confinement du week-end. De l'hôpital, d'urgence, on voit bien, donc comme SOS Médecins, ces 3 vagues, avec
De la même façon, la première vague qui est beaucoup plus intense que la deuxième et la troisième vague au niveau des urgences. Une part d'activité, une part d'hospitalisation beaucoup plus importante. En vague 1, on est à 17% et à 24% pour les hospitalisations. En vague 2, à 6 et 12,7%. Et en vague 3, 4,9% et 12,3%. Si on regarde au niveau du système civique, là sur le graphique, vous pouvez voir donc pareil les 3 vagues avec en incidence donc les nouvelles hospitalisations par semaine calendaire, ainsi que les nouveaux décès hospitaliers et les nouvelles admissions en soins critiques. On voit que niveau des hospitalisations, on a un pic plus important au niveau de la deuxième vague, mais surtout ce qui nous interpelle davantage, c'est que la troisième vague est beaucoup plus intense en termes d'admission aux soins critiques, puisque finalement, entre la deuxième et la troisième vague, la pression sur l'offre de soins a diminué, mais pas assez pour pouvoir compenser cette réaugmentation, cette réintensification de la circulation virale début 2021. Et au niveau des décès, on voit bien que du coup, depuis la semaine 44, donc depuis le pic finalement de la deuxième vague, on est resté vraiment à une sorte de plateau, environ 200 décès par semaine en Hauts-de-France, donc ce qui est vraiment très élevé. Si on regarde au niveau de la prévalence, on voit bien que c'est ce que je vous disais, donc on a une pression élevée et continue depuis la deuxième vague. Et ce qui a fait que finalement, le nombre de patients hospitalisés en soins critiques en troisième vague était vraiment beaucoup plus important. Et on sent une pression qui était vraiment beaucoup plus importante que même en première vague. En termes de taux d'hospitalisation par département, on voit bien donc comme je vous disais plus tôt, au niveau des indicateurs virologiques, là on retrouve la même chose. Les hospitalisations dans l'Aisne, l'Oise et la Somme ont été plus importantes en vague 1. En vague 2, on voit bien que c'est le Nord et le Pas-de-Calais qui ont été plus touchés finalement. Il y a une espèce, si on pourrait dire, un effet mémoire collective, puisque le Nord et le Pas-de-Calais n'avaient pas été touchés, ou peu touchés lors de la première vague. Et un taux d'hospitalisation finalement qui se maintient à un niveau très élevé entre la deuxième et la troisième vague. Enfin, donc, si on regarde au niveau des établissements de soins médico-sociaux, on voit bien ces 3 vagues. Un nombre d'épisodes beaucoup plus important en première vague pour ce qui est des épisodes de cas de Covid-19. Et une troisième vague qui a un impact moins important finalement, mais on pourrait se dire que justement, comme il y a principalement des EHPAD, c'est lié à l'intensification de la couverture vaccinale. Et bon, là, je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Lynn Leroux, mais finalement, quand on regarde au niveau de la mortalité toute cause, on retrouve bien des excès de mortalité dans la région, jamais égalés depuis ces 7 dernières années, avec 3 vagues de surmortalité, dont 2 lors des vagues de Covid-19, donc là, la vague 1, puis après vague 2 et 3. Mais voilà, c'est difficile d'attribuer entièrement la pandémie, ces excès de mortalité, puisque il y a la mortalité directe, la mortalité indirecte qui est liée aussi au confinement et pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc voilà, si on fait une petite synthèse de tout ça, on voit bien que la première vague a touché beaucoup plus les départements de l'ex-Picardie, avec des taux d'hospitalisation très importants, un faible nombre de cas, mais une pression hospitalière vraiment très importante. En deuxième vague, une reprise épidémique avec le relâchement des gestes barrières et l'intensification de la circulation virale dès la reprise de septembre. Un pic finalement en deuxième vague vraiment très important de nombre de cas détectés de Covid-19, avec les départements du Nord et du Pas-de-Calais les plus touchés. Et enfin, une troisième vague où on a une intensité finalement au niveau de la pression hospitalière, notamment en soins critiques, vraiment très très importante, jamais égalée, et une nécessité de transfert vraiment important. Et on pense que ça a été boosté notamment par la reprise des activités économiques en début 2021, mais aussi dans un contexte où on a une augmentation du variant anglais qui serait plus transmissible. Voilà,
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous diriger vers nos points épidémiologiques régionaux et nationaux, ainsi que sur les différents dossiers que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et les données sont bien sûr disponibles sur Géode. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charlotte Meugard, de cette présentation sur l'évolution de l'épidémie des 3 vagues qu'on a pu constater. Vous avez dit que les systèmes d'information avaient été mis en œuvre de manière progressive, puisque SIDAP, par exemple, n'est intervenu qu'à partir de mai 2020. Mais au démarrage de l'épidémie, comment ça s'est passé? Est-ce que les systèmes d'information étaient déjà prêts à être utilisés? Est-ce qu'on avait un historique ou est-ce qu'il a fallu tout inventer et aller chercher effectivement l'information avec les réseaux que vous avez créés à ce moment-là? Alors, ça a été donc GoData et 3 labos qui ont été utilisés. C'est des systèmes qui existaient déjà et qui ont été donc optimisés sur le moment, un petit peu, si je peux dire, sur le qui-vive, hein, puisqu'il n'y avait rien qui était vraiment prévu pour enregistrer les nouveaux cas. Mais donc GoData, c'est un système, si je ne me trompe pas, qui a été créé pour Ebola. Il faudra que je vérifie ce que je vous dis. Et 3 labos, ça existait déjà pour tout ce qui était autres virus respiratoires ou d'autres maladies infectieuses. Donc, ça a été du coup utilisé finalement en première option avant d'avoir SIDEP. D'accord. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, hein, il est ouvert pour ça. Puis à la fin de cette partie, on reprendra des questions que vous avez pu poser aux différents intervenants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a le système d'observation est-il toujours actif? Et jusqu'à quand? Et est-ce qu'il va se renforcer? Est-ce qu'il y a des idées par rapport à ça? Bon, on utilise principalement SIDEP maintenant. Du coup, c'est beaucoup plus optimal. Donc, 3 labos et GoData ne sont plus vraiment utilisés pour récupérer ces informations. D'accord. Donc, c'est SIDEP qui est l'outil principal. Après, on a toujours... Oui. Après, on a toujours des laboratoires qui nous envoient des fois des données avec, du coup, savoir un petit peu combien ils ont eu de cas positifs sur l'ensemble des tests qu'ils ont eus. Mais ça reste ponctuel et peu exhaustif. On ne peut pas dire que SIDEP est exhaustif, pas vraiment, mais on a quand même une idée un petit peu de la circulation virale beaucoup plus importante. D'accord. Et est-ce que vous avez une fonction d'alerte des autorités publiques en fonction de ce que vous observez en temps réel? Disons qu'on produit des documents pour l'Agence régionale de la santé qui leur permet un petit peu de savoir donc en 2 fois par semaine ce qui se passe. Ils produisent aussi des choses de leur côté, mais on surveille de près ce qui se passe et on les alerte dès qu'on voit quelque chose. Et notamment cette analyse au plus près des territoires au niveau des EPCI, ça nous permet de voir où est-ce que ça monte en premier et de les aider à cibler finalement leurs actions en termes de dépistage, en termes de vaccination actuellement, en termes de toutes les actions, finalement, les messages qui pourraient passer sur des secteurs plus sensibles.